Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre petite série de vidéos sur les technologies que j'ai un petit peu abandonnées sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au cas de Ruby et de son framework web Ruby on Rails. Alors avant de commencer, je tiens à préfacer cette vidéo par le fait que ce que je vais donner ici, c'est mon expérience et mon ressenti. Et ce qui a été bloquant et gênant pour moi ne le sera pas forcément pour vous. Donc ne vous basez pas sur les arguments que je vais donner dans cette vidéo pour vous faire votre propre opinion de Ruby ou de Ruby on Rails. N'hésitez pas à tester les choses pour voir si c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous convient. Ne vous basez pas sur mon opinion pour vous faire votre propre opinion. C'est important et je tiens à le rappeler. Alors avant de commencer, on va faire un petit point sur mon historique. Comment j'ai découvert Ruby et Ruby on Rails et pourquoi j'en suis venu à ces technologies-là. Donc moi à l'époque, quand je faisais du back-end, je faisais du PHP et j'utilisais le framework CakePHP. Et souvent, quand on parlait de framework, on disait souvent que tel ou tel framework était inspiré de Ruby on Rails. Et de manière plus générale, Ruby on Rails était pas mal à la mode. Donc à force d'entendre ça, je me suis dit, bon, on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et on va tester ce framework et voir de quoi il en retourne. Malheureusement, cette première expérience ne s'est pas forcément très bien passée. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que j'ai essayé de découvrir Ruby on Rails sans forcément comprendre le langage. J'ai voulu apprendre le framework avant le langage. Autant vous dire que ce n'est pas du tout une bonne pratique. Second problème, à l'époque, j'étais sur Windows et beaucoup des gemmes, donc les gemmes, ce sont les dépendances dans le cadre de l'écosystème Ruby, beaucoup de gemmes ne s'installaient pas correctement, dont notamment, par exemple, la gemme MySQL, ce qui était assez problématique pour travailler sur un site web. À l'époque, on n'avait pas les choses comme Docker ou le WSL et il fallait forcément avoir une machine virtuelle, ce qui était un petit peu plus lourd. Donc moi, personnellement, je décide d'abandonner un petit peu cette expérience. Cependant, un petit peu plus tard, pour lutter contre une addiction rampante contre League of Legends, je décide de supprimer Windows et de passer sur Linux. Et vu que je suis maintenant sur Linux, je me dis, je vais redonner sa chance à Ruby on Rails parce que je suis sur un environnement qui est beaucoup plus adapté à cette technologie et ce framework. Cette fois-ci, je fais les choses bien, je décide de découvrir le langage Ruby, je l'apprends complètement, et une fois que j'ai une bonne compréhension du langage, je décide de passer à Ruby on Rails. Et là, tout clique. Le langage est un véritable plaisir par rapport à PHP que j'avais l'occasion d'utiliser jusqu'à maintenant. La syntaxe est beaucoup plus simple et le code s'écrit de manière beaucoup plus naturelle. Quant à Ruby on Rails, c'est une évolution de ce que j'avais déjà aimé sur CakePHP. Et je suis complètement convaincu et là, je suis dans la phase lune de miel avec le framework. Tout se passe très très bien. Au point que je commence à essayer de décrocher des premières missions sur Ruby et Ruby on Rails, et je commence aussi à l'utiliser pour mes projets perso. Notamment, c'est vers cette époque-là que je décide de migrer GraphiCart, qui à l'époque était sur CakePHP il me semble, vers Ruby on Rails. Donc je décide vraiment de passer complètement sur cette technologie-là. Et tout se passe bien pendant quelques années, mais malgré tout, je continue à regarder ce qui se passe côté PHP, le langage que j'ai quitté pour Ruby. Je continuais aussi à faire quelques missions. Et PHP a continué à évoluer en parallèle, et les raisons qui ont fait que je l'ai quitté, notamment le fait que ça évoluait peu et que le langage était un petit peu pas top, le PHP a rattrapé ses lacunes. Et donc finalement, vers 2019, mon cœur est revenu vers PHP jusqu'au moment où finalement en 2020, j'ai décidé de remigrer mon site de Ruby on Rails vers Symfony. Alors maintenant, on peut se demander, mais pourquoi tu es revenu vers PHP étant donné que tu as dit que Ruby et Ruby on Rails, c'était pour toi une meilleure chose que PHP? Alors il y a plusieurs raisons, mais je dirais que la raison principale, c'est pour moi l'absence de typage. L'absence de typage, je trouve que c'est un réel problème lorsque on est freelance et qu'on travaille sur plein de projets différents. Parce que quand je rentre sur une base de code qui n'est pas la mienne, j'ai du mal à savoir quel est le format des paramètres qui sont reçus par les fonctions et qu'est-ce que doivent faire les fonctions et qu'est-ce qu'elles doivent renvoyer. Si vous voulez, je me retrouve avec des briques de Lego dont je ne connais pas la forme et c'est assez difficile de les imbriquer les unes avec les autres. Dans le cadre de Ruby, on fait beaucoup de ce que l'on appelle du duck typing. Alors j'adore la définition, l'idée c'est de dire que si quelque chose marche comme un canard et fait quack comme un canard, alors c'est un canard. En résumé, on ne s'intéresse pas véritablement au type des paramètres que l'on reçoit, mais on s'intéresse surtout aux méthodes qui sont disponibles dessus. Si un objet a les bonnes méthodes, on considère qu'il va fonctionner avec notre fonction. Dans les faits, c'est censé bien marcher, mais dans la pratique, ça mène à de nombreux problèmes. Donc là, je vous ai donné un exemple, on peut faire cette vérification de manière explicite ou pas. Mais là, je reçois un objet de type fichier, je vérifie est-ce qu'on a la méthode read dessus, et si on a la méthode read, je pourrais faire le reste de mon code. Le truc, c'est que ce duck typing, il se montre assez limité avec le temps.
Alors, il faut savoir que dans le cadre de Ruby, on a eu des initiatives, notamment par Stripe, de rajouter une analyse statique. Ils ont développé un outil qui s'appelle Sorbet, mais moi, au moment où je faisais du Ruby et du Ruby on Rails, ça n'existait pas. J'ai pas eu trop l'occasion de l'utiliser, mais sa syntaxe est quand même assez lourde et c'est toujours un peu difficile d'avoir un typage qui est rajouté a posteriori sur un langage qui est dynamique. On le voit par exemple avec TypeScript, ça fonctionne, mais ça rajoute encore plus de problèmes que de solutions. Donc ça, c'est mon premier problème. Le second problème, c'est que les classes en Ruby sont ouvertes. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, contrairement à d'autres langages de programmation, de redéfinir des classes qui existent déjà. Donc en Ruby, tout est objet, et par exemple, on a une classe entière qui permet de représenter les entiers. Donc moi, ce que je peux faire, c'est dans mon code à moi, redéfinir cette classe-là. Dans de nombreux langages de programmation, ça créerait une erreur, mais pas en Ruby. Ce qui va se passer dans le cadre de Ruby, c'est qu'il va tout simplement rajouter les méthodes que je définis ici, à la classe générale entier. Ce qui fait que maintenant, si on prend ce code-là, tous mes entiers ont une méthode double qui permet de calculer le double. Et c'est quelque chose qui est utilisé notamment par Ruby on Rails. Par exemple, quand on va travailler avec les dates, on aura une méthode days qui permet de partir d'un entier et d'obtenir une durée. Donc si je veux la date 2 jours dans le passé, je peux écrire to.days.ago. Alors quand on le lit, c'est génial parce que c'est ultra pratique, mais dans les faits, ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que d'un projet à l'autre, en fait, un entier n'a pas forcément la même forme. Un entier qui est dans Ruby on Rails a des méthodes supplémentaires par rapport à un entier classique de Ruby. Et en plus, si c'est quelque chose qui est utilisé dans les projets, ça fait que un entier peut avoir une forme différente d'un projet à l'autre. Là, j'ai pris l'exemple des entiers, mais c'est aussi le cas pour n'importe quelle autre classe. On peut étendre des classes que l'on importerait depuis une librairie externe. Donc ça incite à faire ce qu'on appelle le monkey patching. Et c'est souvent vu comme une mauvaise chose dans d'autres langages de programmation. En soi, ce que j'ai écrit ici, on pourrait faire la même chose dans JavaScript, avec la notion de prototype. Pourtant, c'est considéré comme une mauvaise pratique. Là où Ruby a embrassé complètement cette histoire de monkey patching, et c'est utilisé à pas mal d'endroits. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai bien aimé au début, mais ça mène à pas mal de confusion par la suite, parce que d'un projet à l'autre, comme je dis, un objet peut ne pas avoir la même forme. Et ça, c'est très déstabilisant. Un autre problème, c'est l'utilisation des méthodes magiques. Encore une fois, ce n'est pas une spécificité de Ruby, c'est quelque chose que l'on peut faire aussi dans d'autres langages de programmation, notamment PHP, mais c'est souvent quelque chose qui est vu comme une mauvaise pratique, en tout cas par une partie de la communauté. Alors que dans le cadre de Ruby, et surtout dans le cadre de Ruby on Rails, c'est quelque chose qui est complètement utilisé. Alors pour vous donner un exemple, j'ai pris ici un modèle dans le cadre de Ruby on Rails. Donc on a cette méthode attrAccessor. Donc ça, c'est une méthode qui va être exécutée lorsque la classe va être exécutée. Donc ça, c'est une capacité de métaprogramming de Ruby, et c'est une méthode qui va venir rajouter des méthodes d'instance sur nos objets. Donc par exemple, on aura des getters et des setters pour la propriété name, email et message. Si on prend ce cas-là, ici, ça permet de définir une relation, et ça va permettre en plus de rajouter différentes méthodes qui vont permettre d'interagir avec cette relation. Le problème de cette approche-là, c'est que finalement, notre objet va se voir ajouter des méthodes dynamiquement. Si on connaît les conventions de Ruby on Rails, ça passe, parce qu'on sait à l'avance les méthodes que ça va générer, mais le problème c'est que quand on regarde notre objet, on ne peut pas facilement voir les méthodes qui sont disponibles. Il faut faire ce travail mental de se dire, il y a un as-many dessus, donc ça veut dire qu'on aura telle et telle méthode qui vont être disponibles. Et ça empêche complètement l'analyse statique. Personnellement, c'est quelque chose qui m'avait convaincu au début, parce que finalement, quand on voit ça, ça permet d'écrire moins de code. Mais on perd le côté explicite des choses. Symfony, par exemple, qui est un framework PHP, va vous obliger à mettre tous les getters et les setters, ce qui fait que vous avez des modèles qui font des centaines et des centaines de lignes. Mais l'avantage, c'est que si je regarde quelles méthodes sont disponibles sur cet objet, même si j'en ai 100, je peux facilement les voir. Donc finalement, le côté implicite que j'aimais au début, quand j'ai découvert le framework, s'est avéré plus à être un inconvénient avec le temps. Et c'est vraiment le fil directeur de mon expérience avec Ruby on Rails. C'est-à-dire qu'en début de carrière, moi j'aimais quelque chose qui était dynamique et simple, et plus le temps a passé, plus je suis allé vers il faut que ça soit explicite, il faut que j'ai le typage, même si c'est chiant, ça rajoute des contraintes, mais au moins ça me permet de mieux comprendre le code. Et en fait, c'est mon expérience de développeur qui a changé et qui a fait que Ruby on Rails me convenait de moins en moins. Le dernier point, et qui a été aussi un point assez problématique, c'est la complexité à héberger une application Ruby on Rails. Donc il faut vous mettre dans le contexte, on est vers 2014-2015, on n'a pas toutes les notions de cloud que l'on a, à la limite le truc le plus novateur que l'on avait c'était Heroku à l'époque, et du coup c'était difficile d'héberger une application Ruby on Rails par rapport à une application PHP.
Lorsque je travaillais avec des clients sur PHP, ils prenaient un mutualisé qui leur coûtait 5-6 euros et on déplaçait les fichiers PHP et ça fonctionnait. Dans le cadre d'une application Ruby on Rails, il fallait donc avoir un serveur, un VPS, être capable de le configurer, configurer l'application Ruby on Rails dessus, mettre en place le système de déploiement. Donc en termes d'hébergement, c'était beaucoup plus compliqué. Du coup, c'était compliqué pour moi parce que je n'avais pas forcément cette expérience-là. Hein. Configurer un serveur, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et en plus de ça, ça avait un coût qui était supplémentaire. Le truc en plus, c'est que sur Ruby, on n'avait pas forcément un truc qui faisait l'unanimité. Ruby, c'est un langage qui est général. C'est pas forcément un langage comme PHP qui a été pensé pour le web. Donc les solutions qui permettent de créer des serveurs web à partir de Ruby, elles se sont inventées par la communauté. Et on a vu passer différentes choses. On a eu Passenger, on a eu Unicorn qui était utilisé par Heroku, et ensuite Puma. Mais ces solutions-là, elles avaient des avantages, elles avaient des inconvénients, elles marchaient dans certaines situations, elles étaient plus ou moins compliquées à héberger, donc ça a été un peu compliqué. Personnellement, je trouve que ça s'est quand même vachement stabilisé sur la fin. Alors, j'ai pas forcément suivi l'évolution de l'écosystème, mais moi, à l'époque, j'utilisais Puma et j'avais pas trop de problèmes. Je sais que j'étais passé par Passenger qui était assez compliqué à héberger, il fallait Apache et tout. Ça a peut-être changé maintenant avec le temps. Unicorn, c'était pareil, c'était pas très bien documenté. Après, Puma, c'était un peu plus simple, mais il fallait avoir une configuration avec Nginx. Donc le souci, c'est que finalement, j'ai eu pas mal de mal à vendre cette technologie pour des clients sur lesquels j'avais le choix de la techno. Finalement, pour les clients où je choisissais, on avait tendance à retomber sur du PHP parce qu'ils pouvaient l'héberger sur leur mutualisé. Donc finalement, les clients que j'avais sur Ruby on Rails, c'était que des clients qui avaient déjà leur propre projet et qui étaient capables de gérer leur infrastructure. De la même manière, avec GraphiCart, j'ai eu aussi des problèmes liés à des fuites mémoire. Alors ça, c'est un peu particulier, mais dans le cadre de PHP, chaque requête est gérée de manière indépendante. La requête est gérée, le code va être chargé en mémoire, exécuté, la réponse va être donnée à l'utilisateur et tout est dégagé, on repart de zéro. Dans le cadre de Ruby et de Ruby on Rails, mais c'est aussi le cas de Node.js ou d'autres technologies, on a un serveur que l'on lance et du coup notre code il reste en mémoire. Donc si on ne fait pas attention, si par exemple on a des singletons dans lesquels on sauvegarde des informations, ces singletons peuvent grossir et finalement venir saturer la mémoire. Donc c'est une manière de penser qui était un petit peu différente et j'avais tendance à pas trop faire attention à mon code parce que je faisais du PHP et ça s'est un petit peu retourné contre moi quand j'ai fait du Ruby. Voilà, donc finalement, cette complexité d'hébergement a eu raison des derniers projets sur lesquels j'ai travaillé avec Ruby. Et voilà les raisons qui ont fait que finalement j'ai quitté cette technologie-là et ce framework. Au final, c'est pas que le framework est allé dans une mauvaise direction, c'est pas non plus que le framework a disparu, c'est tout simplement que mes sensibilités et ce que je trouvais être comme des avantages au début se sont avérés être des inconvénients pour moi sur le long terme. Et aujourd'hui, ma perspective vis-à-vis de ce que j'aime ou ce que je n'aime pas sur une technologie a complètement changé par rapport au passé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je ne travaille plus sur Ruby ni Ruby on Rails. Et c'est pour cette raison-là qu'il n'y a plus de vidéos consacrées à ces deux technologies sur la chaîne. Et encore une fois, je tiens à le rappeler, ce n'est pas parce que moi j'ai arrêté de l'utiliser que ça rend cette technologie complètement obsolète. Il y a encore beaucoup de projets qui utilisent Ruby on Rails, il y a des projets qui fonctionnent très bien avec. Si vous aimez ce côté dynamique, ça va vraiment vous correspondre. Donc comme je le disais au début, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Mais voilà, pour le coup, il n'y aura plus de contenu sur ces deux technologies sur la chaîne, je pense. Donc j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre cette absence de contenu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!